Yo tout le monde, c'est la troisième fois que je fais cette vidéo, j'espère que cette fois ça va passer. Une fois je me suis foiré, la deuxième fois j'ai appuyé sur une touche qui a changé ma scène de baisse, du coup on voyait rien sur ma vidéo. Donc cette fois-ci, j'espère que ça va passer. Alors, je vais faire la correction de l'examen de janvier 2019 du cours de TI. Donc ça consistait à mettre en page du XML. Donc du XML c'est quoi? C'est un vieux format qui permet de mettre, de structurer des données. La structure, ça fonctionne très simplement en XML. Je lance juste Paint. Oui, ça fait 3 fois que je fais ce dessin. Donc, ici, j'espère que je suis en 1080p. Ici, j'ai mon plus grand bloc, vu qu'on va travailler par bloc, enfin par nœud. Ici, mon plus grand nœud, il s'appelle tarif. Voilà, c'est un vocabulaire de Minecraft pour aider les gens de là et là. Donc ici, j'ai des blocs. Ici j'ai mon plus petit bloc, c'est le bloc envoi. Et ici j'ai un autre petit bloc envoi. Dans ces petits blocs envoi, j'ai d'autres petits blocs. J'ai le bloc pris par l'eau. Le bloc, hop, c'est bien oui, pris par pièce. Putain, Microsoft. Bon, hop. Puis j'ai des blocs type, donc c'est toujours au même niveau, donc je garde la même couleur. Le bloc type en plus il se répète. Hops. Hops. Et dans mes blocs type, je vais pas m'amuser à tous les faire, hein, tous les faire. J'ai encore des petits blocs valeur unité. Valeur unité et valeur unité. Donc ça représente globalement la structure dans mon XML. Donc j'ai le même truc en dessous, j'en ai plein. Donc on va commencer la mise en page. Pour faire la mise en page, comment est-ce qu'on fait? On a un XML, c'est des données brutes. Enfin, pas vraiment brutes, elles sont structurées. Donc on va faire un fichier XSL. Donc je vais l'appeler tarif XSL parce que je connais la originalité. Pour faire du XSL, je vais mettre l'énoncé à côté de moi. On va inclure, enfin on doit commencer par les balises de base. Donc bah on se base sur du HTML. Ah putain. Je suis un peu dépité de recommencer pour la troisième fois. Donc une balise XML. On va préciser la version. C'est moderne donc c'est du 1.0. Encoding de l'UTF-8 même si on. Enfin si on a des accents ouais. Donc on va mettre un UTF-8. Puis ce qu'on est en train de faire, c'est une feuille de style. Donc c'est plus précisément du XSL. Et donc en anglais, feuille de style, c'est style sheet. Par contre, il me le colorie pas. Est-ce que j'ai oublié un truc? Réflexion intense, j'ai oublié de fermer la balise ici. Donc la balise XML, on l'ouvre avec point d'interrogation XML et on la ferme avec point d'interrogation supérieur. Donc avec un bon éditeur, vous avez une bonne coloration, ça aide beaucoup. Là, il faut bien choisir votre éditeur. Par exemple, si vous choisissez Notepad++, je ne ferai pas de commentaire. On reprécise la version parce que c'est des données structurées, donc on précise toujours une version par quelque part. On écrit un truc un peu chiant, donc ça c'est NS, c'est le namespace des nœuds, je pense, un truc comme ça. Enfin, quand vous voulez créer des nœuds en HTML, vous avez create element NS, des trucs comme ça. J'ai pas envie d'en parler, je connais pas. Donc, voilà. Ici, on va donc préciser sur quoi on se base pour les balises. Donc ça, vous n'avez pas besoin de le retenir, vous faites copier-coller à l'examen avec vos notes. Donc c'est une feuille de style, c'est pour faire une transformation. Transforme. Et c'est pas une balise orpheline, donc je la ferme pas. Hop, par contre si je la ferme ici. Faites attention à bien fermer vos balises. Ce qu'on va générer avec ça, ça sera du HTML. Du coup, ce qu'on veut avoir en sortie, donc output, c'est la méthode HTML. Et on peut repréciser l'encodage pour être sûr. Encoding. Donc là, c'est par contre une balise orpheline. Pour fermer proprement une balise orpheline, je mets un petit slash. Si j'actualise, pour l'instant, il ne se passe rien.
c'est parce que j'ai pas encore précisé à mon fichier HTML, à XML, d'utiliser cette feuille de style. Donc pour préciser que j'utilise une feuille de style, là par contre je vais devoir utiliser une balise XML. Donc, XML, par contre il y a un petit tiret. Style sheet, donc feuille de style. C'est comme une balise link en HTML quand vous voulez préciser le CSS, donc vous précisez le type du fichier. Donc là le type c'est comme du CSS, donc c'est texte, mais au lieu de CSS ça va être XSL. Et puis on précise le lien vers le fichier. Hop. Ici c'est une balise XML, du coup je ferme bien avec le petit point d'interrogation. Et on va appeler donc notre fichier que j'ai appelé tarif XSL. Donc vous voyez, vous pouvez choisir le nom que vous voulez. Tant que vous mettez le bon nom quand vous faites le lien, c'est bon. Encoding, ok. Encoding. Enregistré. Tease de... Encoding, ça c'est bon. Version, style sheet c'est bon. Output c'est bon. Version c'est bon. Ce qui est chiant, c'est, vous voyez, une petite faute d'orthographe, ça vous affiche juste une erreur. Donc si vous avez Cooktop installé sur votre PC, vous pouvez vous en servir dans ce cas-là. Par contre, j'ai aucune idée de ce que j'ai foiré. Style sheet. Style sheet version. W3. Ok, juste pour ça il manque. Ok. Ça m'écrit déjà des infos. Bizarre. Bon bah on va commencer nos templates. Donc nos templates, à quoi elles vont servir? Elles vont servir à mettre en page nos données bloc par bloc. Donc on va commencer par le plus grand jusqu'au plus petit. Enfin les plus petits, vous verrez, on va pas vraiment faire de template pour eux. Vu qu'une template c'est utile quand il y a des répétitions ou quand il y a des données à prendre en masse. Par exemple dans envoi, on a plein de trucs d'envoi. Du coup ce qu'on va faire c'est une template pour envoi. Enfin non, je dis qu'on commence avec le plus grand bloc, pas faire de faute. Donc on commence avec la template tarif. Donc comment est-ce qu'on fait une template? Donc on fait une petite balise XSL, on écrit template. J'ai réussi mon record il fonctionne parce que sinon je pense que je vais faire un infarct si je ne recorde pas. Donc c'est bon, je suis à 7 minutes d'encodage, c'est toujours sur la bonne scène, on voit ce que je fais, c'est bon. Match. Donc là on va dire, je vais réduire mon record. Je vais me foutre ça dans le coin de l'écran. Ici c'est bien. Donc mon match, comme sur Tinder, c'est correspondance. On dit que ça serait pour mon nœud le plus haut, donc c'est tarif. Hop, je vais faire directement ma balise pour pas avoir de soucis. Si j'écris 1, 2, 3, j'actualise. Templates, ok. Il faut faire attention à la moindre petite frappe, vu que même dans la console, ça vous indique pas l'erreur. Donc ici, à la place de mon nœud tarif, il vient m'écrire 1, 2, 3, ça affiche bien. Mais 1, 2, 3 ça veut rien dire, du coup on va faire une petite balise HTML, vu que de toute façon on a dit qu'on faisait une sortie en HTML. J'appuie un peu sur n'importe quelle touche de mon clavier, c'est vrai que j'ai défoncé mon ancien enregistrement. On va faire une petite balise head, parce qu'on aime bien faire bien les choses. Title. Donc ça sera pour le titre de la page, on va l'appeler tarification timbre. Est-ce que je mets assez à timbre? Non. Ici, pas besoin de mettre de méta pour préciser le type d'encodage, vu qu'on le précise 2 fois d'ailleurs. Une fois 3. On va attaquer notre body directement. Donc notre body, il va contenir tout ce qui concerne l'envoi qu'on recherche. Donc vu que ça concerne l'envoi qu'on recherche, je vais peut-être vous y l'énoncer, tiens. On va appliquer une template. Ok, une seconde, il y a mon processeur qui est en train de palpiter un peu. Donc je suis en train de faire l'encodage du rendu 3D avec beaucoup d'effets, du coup ça pompe beaucoup mon processeur. Et en même temps, je vous fais une petite vidéo, je suis quelqu'un de tellement gentil. Donc là je veux appliquer une template, donc appli, template, et là il faut faire attention, il y a un petit S. Donc je vais éviter même de faire la faute à l'avance. On va faire un select qui va correspondre à ce qui doit être sélectionné. Donc là on va faire les envois.
c'est une balise orpheline, donc je mets mon petit slash et je ferme. Et plus bas, je vais refaire une nouvelle template. XSL, template, match. Donc cette fois, ça sera pour les envois. J'enregistre. Et si je ne l'ai pas dit encore dit sur cette vidéo, donc le but, ça va être d'afficher dans un tableau les données qui concernent la tarification des timbres. Ici j'ai fait envoi, j'ai rien écrit dedans, du coup ça affiche rien, mais si j'écris 1, 2, 3, on voit que ça va m'afficher 2 fois 1, 2, 3. Pourquoi est-ce que ça m'affiche 2 fois 1, 2, 3? C'est parce que je lui ai dit, pour envoi, tu remplaces par une template. Donc il a trouvé 2 fois envoi, hop, je vais mettre le pinceau le plus gros possible. Il a trouvé 2 fois envoi, du coup il a écrit 2 fois 1, 2, 3. Moi ça m'intéresse pas, par exemple, tout ce que je voudrais, c'est ceux où la destination vaut Belgique. Du coup, ce que je vais faire, je dois ajouter un paramètre pour pouvoir faire ça. Le paramètre, je vais le foutre ici. On va mettre un beau commentaire. Paramètre. Donc on a dit qu'il faut que l'attribut, par exemple, il val Belgique. On va le mettre à défaut à Belgique. Donc j'ai dit que je voulais faire un paramètre, donc XSL param, tout simplement. On lui donne un nom pour pouvoir l'utiliser. On va l'appeler dest pour destination, c'est plus court, c'est plus rapide. Et on va lui donner une valeur. Donc ici, on fait avec un select vu que c'est un langage très explicite. C'est de l'ironie. Bon, là, je serais tenté d'écrire Belgique, mais le problème, si j'écris Belgique directement, je vais mettre le texte un peu plus grand, c'est pour ceux qui ont un mauvais écran. Si je mets Belgique comme ça, en fait, il va pas être content parce que Belgique, pour lui, c'est un nom de variable. Il va pas comprendre, enfin, même si ça serait un nœud pour lui, il va pas comprendre et il va paniquer. Du coup, il faut mettre le. Je me suis complètement foiré. Donc il faut mettre Belgique entre apostrophe et entre guillemets en même temps. Donc les apostrophes vont se dire que Belgique, c'est une chaîne de caractères qui est stockée dans destination. Et c'est les petits trucs auxquels il faut faire attention. Ici, maintenant j'ai envoi, et je vais me servir de ce paramètre. Du coup, je vais mettre un filtre, et je vais dire que l'attribut, donc attribut, c'est l'attribut destination peut être égal à dest. Donc dest c'est un paramètre. Pour les paramètres, je vais mettre le symbole $. Dest, j'enregistre. Si j'actualise, on voit que j'en ai plus qu'un seul. Mais ça pourrait être le mauvais, du coup on va vérifier que c'est le bon. Ici on se trouve dans envoi, donc on a directement accès à tout ce qui se trouve dans l'envoi concerné. Quand je vais écrire XSL valeur de c'est attribut destination, hop. L'avantage avec un bon outil, c'est que ça complète. Et on voit que c'est bien la Belgique. Si je tapote l'Europe, j'enregistre, F5. Là, j'ai rien du tout qui s'affiche parce que je sais pas écrire le mot Europe. Voilà. Parce que vu que j'avais écrit un mot qui n'existe pas, il a cherché tous les envois où la destination valait mon mot qui n'existe pas. Il en a pas trouvé, donc il n'a pas affiché de template. Ici, je run Belgique, j'enregistre. Donc là, on est bon. Donc mon envoi, ça va être un tableau. Du coup, rien de plus con, je vais faire un tableau. Mon tableau, il va contenir des en-têtes pour ces colonnes. Du coup, je vais faire thead, donc c'est-à-dire tableau en tête. Si j'ai envie de tricher, je pourrais mettre la syntaxe en HTML, mais ça va aller. Là, j'ai commencé ma première colonne avec mes en-têtes. Hops, la première colonne sur énoncé, ça s'appelle le poids. Suivante, c'est le prix si unité acheté par lot de 10 unités. 10 unités, il y a un S du coup, hop, tac tac. Cash. Prix 6 unités achetées à la pièce. Bon, j'avais un raccourci vraiment de merde que j'avais oublié. En fait, quand je mettais un E avec cet accent, ça changeait ma scène sur OBS. Où les gens voyaient plus rien sur la vidéo, ce qui était très dérangeant. Et j'ai supprimé ce raccourci. Très dérangeant. Et la dernière colonne,
c'est le coût de l'envoi en unité. Hop. Donc je vais vous lire l'énoncé à haute voix pour la beauté de la chose. En Belgique, la valeur des timbres est libellée en unité nationale pour les envois en Belgique et en unité Europe pour les envois en Europe. Lorsque Bipost veut changer le tarif, il faut pouvoir changer le prix de l'unité, prix à la pièce ou prix par lot. Les coûts d'envoi exprimés en unité, les autres valeurs sont calculées sur base des données par multiplication en fonction des dimensions de l'envoi. On peut avoir un format normalisé ou non normalisé. Par exemple, en Belgique, on aura tarif Belgique, blablabla, ok, on s'en fout. Donc ici, j'actualise juste. Ici, j'ai tout qui est collé, je sais pas vraiment si tout est bien mis, donc juste pour débugger, pour l'instant, je vais juste mettre qu'il y a un bord de 1. J'actualise et j'ai un tableau excessivement moche, mais au moins je vois bien qu'il y a des colonnes. Je vais un peu zoomer pour ceux qui ont mes écrans. Et on va pouvoir commencer à changer des trucs. Par exemple, ici, le prix par lot, on voit qu'il y a une quantité, mais la quantité pour la Belgique et l'Europe, c'est pas la même chose. Bon, je vais remettre mon verre en place. Ici, les unités, c'est 5 ou 10 en fonction de si c'est la Belgique ou l'Europe. Du coup, je vais tout simplement ajouter une petite balise. Je vais m'amuser à faire des retours à la ligne pour avoir plus simple. Hop. Ici, on va mettre une balise qui va donner la valeur 2. Donc, c'est celle que j'ai utilisée tout à l'heure, valeur 2. Et je vais sélectionner la valeur que je veux. Hop. Donc, la valeur, c'est la quantité qui se trouve dans prix par lot. Actuellement, je me trouve dans... Prendre le pinceau légèrement plus fin. Ici, actuellement, je me trouve dans envoi. Et ce que je vais récupérer, c'est la quantité en prix par lot. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai accédé à prix par lot. Et puis, je vais prendre sa quantité. Rien de plus simple. Pour pas faire de faute de frappe, je fais copier-coller. Ici, je fais juste prix par lot. Mais prix par lot, ça va me retourner la valeur qui est contenue dans la balise. Donc, ce que je vais faire, je vais préciser que je vais récupérer la quantité. Pour préciser que je veux la quantité de prix par lot, je vais mettre un slash, donc c'est-à-dire là où je suis. Le at pour l'attribut. J'enregistre. Un petit coup de F5. Là, on voit toujours 10, alors que j'ai effacé le 10, donc c'est supposé être bon. Et si j'écris Europe, j'enregistre. F5. C'est passé à 5. C'est 5 ici, donc c'est parfait. Je remets la Belgique. Et on va pouvoir attaquer la suite, c'est-à-dire les lignes. Les lignes de données. Donc là, je vais faire le corps de mon tableau. Les balises T-body et T-head que j'utilise sont vraiment optionnelles, mais c'est juste histoire de structurer le code. J'ai mal au dos. Donc mon T-body, il va contenir... On dézoome un peu. Il va contenir tous les types. Donc il va afficher une ligne à chaque fois pour chacun des cas. Donc rien de plus simple. Je vais faire une nouvelle template vu qu'on a une forme de répétition. J'ai vu qu'il y en avait certains qui faisaient des for each. Je sais même pas qu'on fait de for each en XML. Mais je veux dire, là ça sert strictement à rien de faire un for each parce qu'on a juste à faire type. Et les templates vont se répéter automatiquement en fonction du nombre de nœuds qui sont présents. Donc template match égale type. Donc ici, il a inclus la template envoi, mais avec ma condition, sinon il l'aurait pas inclus par lui-même. Donc vous voyez, ici juste écrit envoi, j'ai pas mis de condition et ça fonctionne parfaitement. Donc le type, qu'est-ce qu'on doit afficher? Bah déjà, on commence par faire notre ligne, donc table raw. Puis on va commencer à faire nos cellules. Ops, ok, je sais pas encore fait base td. Hop, td, je vais y arriver un jour. Notre première colonne, elle contient quoi? Ce qu'elle va contenir, c'est par exemple 0-50 grammes format normalisé. Donc bah, on va pas se casser le cul. Tac. Ici, je vais juste copier-coller la balise pour pas perdre le nom des
les attributs. Ici je reprends... bon, je vais écrire la balise. Je vais faire mes petits retours à ligne histoire de ne pas m'embrouiller non plus. Hops. XSL. Donc valeur 2. Je sélectionne donc ici ma template, je suis bien dans le type, donc j'ai pas besoin de me faire chier à taper donc des expressions, juste à mettre arrobase minimum. Puis balise orpheline, du coup je ferme. Voilà, ici je vais faire mon retour ligne comme ça. Mon 50 je l'efface, et c'est encore la même chose. Valeur 2, select, et max. Ici on a encore un truc, c'est le format, donc là j'étais en grammes, enfin c'est l'unité plutôt, c'est pas le format. Valeur 2, select, et unité. Vous voyez, on met des accents, c'est pas très joli, mais pourquoi pas. Formati, oh j'ai écrit en italien. J'actualise et il me dit pas content. DDTR, template, type, ok. C'est parce que j'ai laissé ma balise type sauvage ici. J'enregistre, hop. Et on voit que tout mon texte est apparu, sauf l'unité. Parce qu'unité c'est aussi un attribut et j'ai pas mis le hat. On l'enregistre. Le format, normalement c'est un retour à la ligne. Je vais faire un peu plus original, je vais mettre dans une balise P comme pédale. J'enregistre. Boum, retour à la ligne. Par contre, c'était aussi un paramètre, pas un attribut. Du coup, je vais le mettre ici. Format. Ici, on rencontre un souci. Il y a certains qui sont normalisés, d'autres qui ne sont pas normalisés. Et ici, on a quand un format qui est non stipulé. Et sur la feuille d'énoncé, on voit que ceux qui n'étaient pas stipulés, le prof a fiché format non normalisé. Du coup, on va faire une forme diff, mais avec 50 ans de décalage. Il y a des if en XSL, mais c'est un truc plus spécial pour faire un else. Donc, ce qu'on va faire, c'est un choix. Choose. Sans rien de suspect. Maintenant, on attaque la beauté de la syntaxe. On va dire quand le processeur qui a du mal est rendu 3D. Le temps que ça charge. Ça doit peut-être des glitches sur la vidéo. When test égale. Donc notre condition là c'est si le format est vide, on va dire. Donc c'est si format, on met des petits espaces, format vide, voilà, rien de plus simple. On ferme la balise ici. Donc si l'attribut format est vide, on va écrire format non normalisé. Et là j'ai fait l'effort de bien écrire. Et ici j'ai dit que c'était comme si c'était mon si en programmation, mais il me faut mon else maintenant. Et là on a un truc très joli, c'est XSL otherwise, un truc comme ça je pense. Hops. Donc ça c'est l'équivalent d'un else. J'enregistre, un petit coup d'F5, et on voit que c'est apparu partout et que c'est excessivement moche. Ouais, je laisse CP pour l'instant, c'est pas grave. On va attaquer les autres cellules. Donc il y a 3 autres cellules à faire, je vais déjà les taper. Tac. 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 Ça irait plus vite avec l'autocomplétion en HTML, mais c'est pas grave. Ici dans ma dernière cellule, c'est le coût d'envoi en unité nationale. D'ailleurs j'ai oublié de faire un truc. Ici sur le même principe, quand j'ai lu l'énoncé, on a dit que c'était unité nationale pour la Belgique et unité Europe pour l'Europe. Du coup, on va bien errer notre code. Hop. National on le vire déjà. Un petit espace ici pour que ça se complète. On fait exactement la même chose, donc XSL choose. XSL on. On fait un test. Donc notre test, ça va être de savoir si c'est en Europe ou pas. Ainsi, si c'est en Europe, on affiche Europe. Si c'est autre chose qu'Europe, on affiche que c'est national. Donc actuellement, je me trouve dans Envoi et je vais regarder si c'est. Ce que je pourrais faire, c'est où je reprends l'attribut destination, où je peux directement prendre mon paramètre, donc que j'ai appelé dest.
Donc, je vais mettre des guillemets ou des apostrophes. Donc dest égale vide on a dit. Hops, hops. Actuellement, je peux choisir arrobase destination ou paramètre test parce que quand on est dans envoi, la condition qui est remplie, c'est qu'ils ont la même valeur. Donc qu'on utilise l'un ou l'autre, ça change rien du tout. Donc on a dit s'il n'y a rien comme valeur. Non, c'est pas si rien, c'est s'il y a. C'est en dessous ça. C'est si la destination c'est l'Europe. On affiche donc Europe. Et dans l'autre cas, on affiche national. Et le prof, il avait demandé qu'on mette un petit 1 entouré, et pour le petit 1 entouré, il a mis sur énoncé, c'est... Je ferai 3 lignes en plus. Donc c'est E dièse X 2460, hops, touche, appuie sur le macro. Ici j'ai encore rien mis dans ma dernière cellule, donc ça c'est correct. Et ici j'ai l'unité nationale, on va juste faire un petit test. C'est où on va faire le petit test? Ici, Belgique, on va mettre Europe à la place. Je sais toujours pas écrire Europe, c'est triste. Europe, enregistré. Voilà, donc on voit bien que l'unité a changé, le logo a changé, ça c'est le pareil. Ouais, CTRL Z, hop, c'est Belgique. Ici on va commencer par la dernière colonne, donc c'est celle qui va contenir les valeurs par unité. Là c'est juste un nœud qui se trouve à l'intérieur du nœud où on se trouve, donc rien de plus simple, copier. Et on a juste à prendre le nom. Vu que c'est un nœud, on met rien devant. CTRL V, j'enregistre, 5. Et si on voit bien que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, voilà, 1, 2, 3, 5, 7. Donc ça c'est bien comme dans mon XML, 1, 2, 3, 5, 7. Là pour l'instant on est OK. Par contre maintenant ici, on va devoir multiplier les valeurs. Et là ça devient plus compliqué. Donc déjà j'ai juste recopié. Bon, ça j'en aurais besoin après mais tant pis. Donc imaginons actuellement, on va effacer tous les petits traits blancs. Hops, 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 hops. Donc actuellement je me trouve dans le type. Donc le type il est ici. Et moi ce que je vais récupérer c'est le prix qui se trouve ici. Mais ici actuellement je peux juste descendre. Donc c'est embêtant. Donc ce que je dois faire c'est d'abord je dois remonter jusque l'envoi. Puis je dois redescendre dans prix par lot et récupérer sa valeur. Ça fonctionne exactement comme dans un dossier. Donc quand vous êtes dans un dossier et que vous voulez remonter d'un seul dossier, vous avez juste à taper anti/n, vous avez juste à taper 2 points. Et si j'appuie sur entrée, là ça va aller dans mon dossier et là. Donc ça je vais pas le faire parce qu'on s'en fout. Je vais juste vous le montrer ici. Donc 2 points, 2 points, slash. Il n'y a que Windows qui utilise anti/. Donc dans l'HTML on garde un beau slash. Qu'est-ce que je voulais faire moi déjà? Donc récupérer le prix. Donc ici je viens de remonter d'un pas, donc j'étais dans type, et maintenant je me trouve dans envoi. Après j'ai juste à récupérer le prix par lot. Je le colle après mon slash, vu que le slash c'est pour montrer la position dans le dossier en soi. J'actualise, et si on voit que j'ai le bon prix. Par contre là le prix n'est pas multiplié par la valeur qui est là, ça on va le faire juste après. On va le faire même maintenant. Donc, prix par lot, on a remonté pour l'avoir. Par contre, valeur unité, ça on est déjà au bon endroit. On n'a pas besoin de faire d'autres étapes. Et donc, on a juste à multiplier en faisant le select. J'appuie sur F5 et tour de magie, tout est fait. Pour le prix par je ne sais quoi, prix par pièce, je vais copier le nom de la balise pour pas faire de faute de frappe. F5, prix par pièce, et boum, tout est fait. Le prof avait mis une phrase au-dessus, je sais pas si c'est un exemple ou si ça faisait partie du tableau, mais quitte à travailler, on va l'ajouter. Juste ajouter déjà le symbole euro ici parce que j'ai vu qu'il a ajouté. Est-ce qu'il a collé lui? Il les a pas collés, je les colle pas non plus. F5, voilà. Donc là on a déjà toutes les données comme celles qui étaient dans le tableau, tour de magie. Il y a juste par exemple les petits détails à la con, genre ici il a mis un petit retour ligne.
Donc BR c'est break, c'est le retourling juste pour avoir le 1 national en dessous. J'aurais pu le faire pour chacun des trucs, histoire d'avoir exactement la même mise en page, mais on va éviter pour l'instant. D'ailleurs, donc j'ai dit que j'allais ajouter la petite phrase qu'il a mis au-dessus. Donc la petite phrase qu'il a mis au-dessus, je vais ajouter encore une autre balise que vous avez sûrement jamais vue, c'est la balise caption, enfin caption en bon français. Donc caption, il contient tarif, envoi en Belgique. Donc là je l'écris en texte brut, on corrigera après. Prix de l'unité, prix à la pièce. Ou par lot de timbre. 84 €, parenthèse fermée, et il n'y a pas de point. Donc j'enregistre juste, et là on voit que mon texte est venu se placer au-dessus. Donc c'est caption en fait, c'est juste pour mettre une légende à votre tableau. Le prof il l'a mis à gauche, donc c'est pas. Enfin lui je pense qu'il a directement fait sur Word. Donc, on va pas avoir le même résultat. Ici si vous voulez vous pouvez centrer, je pense qu'il y a même un truc débile genre align. Left, je sais pas si c'est juste pour tester. Ah ouais, donc ça met carrément comme ça, ok. On va pas mettre de ligne. J'ai plus Lombert. On va commencer à remplacer les valeurs. Donc ici, Belgique, ça devient XSL value. Je ferme déjà. Select. Donc ici, pour changer un peu, je vais prendre le paramètre, donc la destination. J'aurais pu aussi prendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, test, donc avec le dollar pour dire que je fais référence à mon paramètre qui se trouve ici. Donc j'enregistre, F5, c'est Belgique, c'est bon. Ici je vais faire un petit retour à la ligne pour me simplifier la vie. Je vais en unité. On va faire le retour à la ligne ici. Tac. Tac. Et par l'eau. Ça comme ça. Ici j'ai juste à récupérer le prix le prix pièce, donc le prix pièce. Je vais prendre ma variable que j'ai copié-collé ici. Ça évite les fautes de frappe, on a vu que le XML aimait pas trop les fautes de frappe. Donc je retire mon at parce que c'est pas un paramètre, c'est bien un nœud. Je copie. Hop. Déjà pris par l'eau. Pris par l'eau. Copier. Donc là c'est le prix en euros et là c'est la quantité. Donc on a dit quand on est dans prix par l'eau, on récupère son paramètre, son attribut quantité. Et l'autocomplétion c'est super utile. Donc là j'actualise et on voit que les trucs n'ont pas changé. J'enregistre F5 et là donc pour l'Europe, donc je vois bien tarif envoi en Europe, prix de l'unité, prix à la pièce ou prix par lot de 5. Donc là j'ai vraiment quasiment le même texte que le prof alors que moi j'ai mis Europe. Mais si je mets Belgique j'ai exactement la même chose. Donc là je vois bien Europe, les prix ont bien changé. On a juste les problèmes d'arrondi. Ouais, ça je sais pas d'où ça vient, j'ai pas envie de chercher. Donc on va mettre Belgique, y a pas de souci pour la Belgique. Ce qu'on peut faire un peu maintenant, ce serait du CSS, vu que je pense qu'on a tout fait niveau code. Donc vous voyez, je me suis pas fait chier à faire des XSL if, j'ai juste fait des choose. Je veux dire, ça revient en même, c'est pas plus dur, ça permet juste de faire un else facilement. J'ai pas fait des for each, parce que les for each c'est vraiment se casser la tête pour rien. J'ai juste fait des templates et j'ai appliqué une condition dessus. Donc la condition, c'est aussi optionnel. Par exemple ici, quand j'ai fait ma template pour type, j'ai mis aucune condition dessus. Donc, mon processeur est en train de chier sa race. Donc ici on se trouvait dans tarif. Tarif, j'ai juste mis une condition histoire d'avoir le bon envoi. Mais après, une fois que j'étais dans envoi, j'étais sûr de prendre tous les types ici. Donc j'avais aucun souci, aucune condition à mettre. Vous voyez, on se déplace vraiment par bloc, on monte et on descend dans des petites boîtes.
là on est bon. On va juste ajouter un peu style. Bon, on va activer un peu la triche parce que style. L'autocomplétion HTML c'est quand même plus sympa. Donc le prof, qu'est-ce qu'il a fait quand même fait il a mis du texte en rouge. Bon, on va déjà changer la police de caractère, donc je vais faire body, font, family, bon, Arial, 100, je sais pas, de 2 au pif, 5. Ça arrondit, c'est déjà plus joli. On va centrer toutes les balises qui contiennent des données. Donc les données. Ah, il y a encore un processeur qui a du mal. La musique qui freeze. Donc toutes nos données elles sont contenues dans des balises TD. Du coup, ici, on peut écrire directement TD. Texte aligne center. Voilà. Par exemple, tout à l'heure, je voulais aligner mon texte à gauche. Du coup, ici, je vais pouvoir l'aligner. Texte left. Si j'appuie sur F5, mon tarif est bien aligné à gauche. Et ici, j'ai toutes mes valeurs numériques qui sont centrées. Ici, il y a mon normalisé. Vu que j'ai mis une balise P, il a créé une marge au-dessus et en dessous. C'est pour ça que le prix est collé au-dessus. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. Bon, le reste, ça me semble bien. Le prof, il a mis plein de textes colorés partout. Je pense que c'était juste pour indiquer les trucs, mais on va aussi le faire pour la beauté de la chose. Donc je vais faire C-Red. Donc ça, c'est un nom que je choisis moi. Color Red. Je me casse pas le cul. Il a mis du texte avec un fond jaune. Donc on va faire BG pour background. Jaune d'abord, donc yellow. Background, yellow. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il a aussi mis un fond vert une seule fois, on va le prendre aussi. Green, background, green. Je pense qu'il a aussi mis les valeurs avec un fond gris. Donc dernier fond, BG. Grey. Background, grey. J'ai peur de me tromper de touche. Donc là on va commencer à appliquer le style. Il a mis dans notre caption, il a mis envoi en Belgique en rouge. Du coup on va mettre un span. Oups. Un span c'est une balise passe-partout. Elle gère les retours à la ligne. Donc par exemple s'il y avait un texte avec un retour à la ligne, au lieu de faire des blocs ou prendre tout l'espace, bah, il va vraiment suivre comme si de rien n'était. Envoi Belgique. Les 2 points sont pas en rouge. Et sinon j'ai créé des classes. Pour utiliser mes classes, dans mon span, je vais juste faire classe. Donc vous voyez, c'est le point qui symbolise la classe. C'est en rouge, donc c'est red. J'ai déjà enregistré pour vous montrer. Donc envoi Belgique, j'ai juste mis Belgique en rouge, je me suis trompé. Donc ici, j'ai juste déplacé ça ici. J'enregistre. F5. Et on voit que toute la phrase est passée en rouge comme sur l'énoncé. Puis il a mis les prix en jaune. Ça devient un peu le bordel, mais on va dire, vu qu'on est en train de faire le CSS, on n'est plus censé modifier le code. On a nos points déjà. Je ferme ma balise span. Donc ici j'ai pris l'espace qui est ici parce que sur l'énoncé il y avait un petit espace qui était coloré en jaune. Classe. Donc là c'est le fond. Donc j'ai écrit une classe qui s'appelle background yellow. Je vais pas me casser le cul, j'ai copié-collé. Le chiffre il a pas mis en couleur donc on s'en fout. Sur la quantité il a pas mis en couleur, on s'en fout. Tac tac. Et ici il a pris l'espace là. Donc normalement le. Ici je suis pas sûr que ça va se mettre en jaune mais c'est pas grave. Hop. J'enregistre. Et si j'appuie sur F5, boum, c'est jaune. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le prix national il est en rouge. Donc on descend un peu. Donc tout mon bordel ici. Il y a juste la partie là qui est en rouge. Donc on refait une balise span parce que c'est passe-partout. Par exemple, on aurait pu retirer le BR et mettre un div, vu que le div aurait fait un bloc qui prenait toute la largeur, du coup ça aurait fait un genre de retour à la ligne. Et je vais faire un décalage partout, ainsi tout est bien rangé, place. Donc on reprend ma couleur rouge. Format normalisé, non normalisé, il a aussi mis en rouge sur sa feuille, on va faire pareil. Ici j'ai une liste P qui est déjà placée, j'ai pas besoin de faire d'autres balises, donc je vais directement lui appliquer ma classe red. J'enregistre pour vérifier. Et on voit qu'il y a bien que cette partie là qui a été placée en rouge, là aussi ça a été placé en rouge, donc c'est parfait.
Le 10, il est avec un fond vert et c'est lisible. On va vérifier ça. Donc c'est dans mon en-tête, ici. On refait un span. Donc le span, c'est quand on a un truc en plein milieu du texte. Classe green. Enregistre. F5. Et c'est illisible, donc c'est parfait. Ici, j'ai plus que les valeurs. Donc les valeurs, ils les avaient mises en grise pour dire les autres valeurs sont calculées sur base des données par multiplication. Ah, on va aussi mettre ça en gris. Hein. Donc mes chiffres, je les écris ici. Donc je fais ma petite balise span. Classe DG. Donc, je vais déjà faire ma balise. Tac. Hop, je forme les deux en même temps. Boum. Voilà. Donc là, c'est vraiment comme sur l'énoncé de l'examen. Par rapport à la police qui n'est pas identique. Le gris était plus clair aussi sur sa feuille. Mais on s'en fout. Dans l'idée, on a généré un XLS qui est lisible, compréhensible. Et mon record fonctionne toujours, donc je n'aurai pas besoin de le recommencer une quatrième fois. Alors regarde, ce qu'on va juste faire, c'est ici j'ai encore mon bord dégueulasse. Là, faut que je remonte jusque ici. Je vais mettre cell spacing 0 enregistré. Par contre ici j'ai un bord de 1 partout, mais c'est pour chacune des cellules, du coup ça fait comme s'il y avait deux bords. Ce que je vais faire, je vais le supprimer. Je l'enregistre. Et là on va faire un truc un petit trick. Donc on va faire THCTD. Donc, là j'utilise 2 fois TD, mais c'est pas grave, les règles sont additionnées entre elles. Je vais dire qu'il y a un bord d'un pixel solide en noir, donc c'est 0. Ici, si j'actualise, non, j'ai la même chose, donc ça m'intéresse pas. Parce que là, le petit trick, ça va être de dire border. Oui. Donc là, on va travailler avec l'épaisseur. Donc on va dire en haut, il n'y a pas d'épaisseur. À droite, il y a une épaisseur. En bas, il y a une épaisseur. À gauche, il n'y a pas d'épaisseur. Là, il va juste normalement nous manquer les trucs ici. Mais vous voyez, sinon on a un bord très fin d'un seul pixel. Donc tout ce qui nous manque pour l'instant, c'est sur la table. On peut reprendre carrément le même code. Donc, vous voyez, les instructions, c'est toujours haut, droite, bas, gauche. Là, ça va être pareil, du coup, sauf que j'inverse. Hop, hop, hop. J'enregistre. Et boum, j'ai un tableau avec une ligne très fine. C'est plus agréable à lire. Et ça pompe moins d'encre s'il faut imprimer. Enfin, ça va être illisible à l'impression et ça va être illisible à l'impression. Mais dans l'idée, c'est plus joli. Donc voilà, là, on a généré notre tableau. Ça me semble bien, on va pouvoir attaquer la partie suivante. Donc là j'ai fait le tableau, j'ai lire l'énoncé, ce qui est demandé. Ouais, donc ça c'est ce que j'ai fait sans vraiment lire. Sur base du fichier tarif XML. Ce fichier. Écrire un fichier tarif.xsl. Ah, bah, le nom du fichier est imposé et c'est sans S, donc il faut bien faire attention. Utilisant un paramètre destination. Moi ici je l'appelais dest, mais on peut l'appeler destination pour suivre l'énoncé. Ça coûte pas plus cher. Qui déterminera la valeur Belgique ou Europe. Bah, par défaut, j'ai mis Belgique. Le fichier tarif.xsl associé au tarif XML permettra donc d'afficher les tarifs pour une destination donnée en fonction de la valeur par défaut du paramètre. Là, la valeur par défaut c'était Belgique et ça affiche bien les valeurs de Belgique, donc on est bien. Le point A, afficher le tableau avec sa ligne d'en-tête et la première colonne concernant le type d'envoi possible. Remarque, donc là il donne le 1 entouré, et ça vaut déjà 20 points juste pour faire ça. Afficher au-dessus du tableau des prix unitaires d'un timbre à la pièce ou par lot. Ouais, donc ça c'est la petite phrase que j'ai ajoutée au-dessus, je pense. Afficher la quatrième colonne de ce tableau. Quatrième colonne, ça. Des coûts des différents envois en unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Ça c'est bon aussi. Afficher des prix calculés de l'unité
prix de l'unité fois prix nombre d'unités de la troisième colonne. Donc ça c'était. Vous voyez, faire cette colonne là c'était 10 points. Faire les deux colonnes au centre c'était 20 points. Donc ça va, c'est vraiment pas la mort. Donc là on a fait tout le point 1. Et le point 2 c'est créer une interface HTML ou PHP qui exploite le fichier XSL du point 1 en permettant de choisir la destination Belgique ou Europe. Ok. Du coup là on va pouvoir attaquer un fichier. On va faire un fichier séparé pour le PHP et l'HTML je pense. Personnellement je travaille toujours. Souvent je trouvais un seul fichier pour les deux. Car par exemple en PHP. Pourquoi j'écris HTML moi en PHP, vous pouvez venir écrire votre balise PHP ici. Vous voyez, c'est un peu comme une balise XML. Et vous pouvez taper votre code. Vous pouvez taper votre code PHP comme ça. Ici, on va faire deux fichiers séparés. Donc là, on va l'enregistrer comme tarif.html. Par contre, là, vous voyez, j'ai enregistré avec une extension HTML. Du coup, j'ai plus le droit d'écrire de PHP dedans. Il faudrait que ça soit une extension PHP. Ainsi, le serveur, quand le client demande un fichier PHP, je vous fais un joli dessin. Donc, un petit bonhomme. Donc, quand le client il demande un fichier PHP au serveur, ça c'est le serveur. Le serveur il va prendre le fichier PHP, mais au lieu de l'envoyer directement au client, il va l'exécuter. Donc, il va exécuter le code côté serveur. Et ce qu'il va envoyer au client, ça sera du HTML en fait. Donc, vous voyez, le PHP sera jamais visible par l'utilisateur. Donc vous pouvez taper le mot de passe de votre base de données pour vous connecter dessus sans en flipper. Donc ça c'est bon. Donc là on va faire formulaire tarif, je sais pas. Hops. Donc qu'est-ce qu'on doit faire je sais pas, dans ce tutoriel j'ai pas donné de cours de JavaScript. Du coup juste foutre une balise script au fond du body histoire d'être sûr que tout s'exécute. On va ajouter un form plus tard. Ça, je vais pas trop en parler maintenant. Dedans, je vais mettre un select. En dessous, je vais mettre un div. Donc le div, à quoi il va servir en fait, on va aller chercher notre document XML et XSL. On va les faire travailler ensemble, donc faire le rendu en soi. Et puis on va afficher ce qui a été généré ici. Donc on va appeler id output, je sais pas. Notre select, on va lui donner un petit ID pour avoir plus simple. On va l'appeler. On n'a même pas besoin de faire d'ID, on va juste faire onChange. On va créer une fonction qu'on va appeler filtre, donc pour l'instant elle n'existe pas encore. Et on va récupérer la valeur qui est dans le select. Donc si vous oubliez ce que c'est un select c'est une liste déroulante. Donc on va lui donner des options. Donc on aura Belgique ou Europe. Belgique ou Europe. Là j'enregistre. On va juste aller dessus pour voir à quoi ça ressemble. Vous voyez, j'ai une liste déroulante avec Belgique ou Europe. Et quand ça change, on va appeler ma fonction. Donc ici, je vais définir ma fonction. Donc, la fonction c'est filtre. Et ce que ça reçoit, c'est la destination. Donc je vais l'appeler dest aussi. Destination, je sais pas. Wow, dest c'est bien, j'aime pas écrire. Alors, pour filtre. Putain, j'ai même pas écrit jusqu'au bout, je suis une... Donc là, on va devoir charger notre fichier XML et XSL. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va créer une deuxième fonction pour les charger. Je sais plus dans le code de qui j'ai eu ça, c'était genre load XML file, un nom de merde comme ça. J'ai faim. Donc ici on va mettre juste une URL du fichier à donner. Voilà, je vais voir. Donc là on va faire une je réfléchis à un nom un peu court. Donc là on doit juste créer l'astuce quand vous vous rappelez pas des mots-clés.
Donc là on doit juste créer une variable pour faire la requête. Donc c'est une requête Ajax. Donc on va juste récupérer un fichier de manière asynchrone. Open. On fait une requête en get. Ça je vais peut-être l'expliquer après. Et on l'envoie sur l'URL. Par contre, ici je dois dire qu'elle est asynchrone du coup. Je pense qu'il faut passer false. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Bon, par défaut on va mettre faux. Acheter. Donc je balance directement la requête. Je me fous même pas. Et on va retourner l'URL. Pas l'URL, qu'est-ce que je dis quand même. Acheter. On va juste regarder ce que ça contient. F5. L'encodage du document n'est pas déclaré. Ok, là on va faire notre petite balise méta. Parce qu'il a raison le monsieur. On enregistre. Donc ma fonction elle s'appelle comment? Elle s'appelle c'est même pas file, c'est file. Notre premier fichier s'appelle tarif.xml. Il va peut-être mettre un avertissement parce que j'ai fait le truc asynchrone. Pas synchrone plutôt. Utilisation de façon synchrone. Ouais. Donc vous voyez ici j'ai mis false parce que sinon il aurait envoyé la requête sans attendre le retour. Moi là j'attends le retour. Ce qui m'intéresse c'est... Ah, j'ai horriblement faim. Réponse texte. Réponse XML. Ce n'est-il pas beau? Donc on va prendre réponse XML et on va renvoyer que ça. Réponse XML. Ça me l'a revendeur comme ça. J'ai oublié un S par contre. Attends, je vois maintenant. Donc on va stocker ça dans des variables. Ici je vais faire des let parce que les même ici j'aurais pu faire un let en fait. Ouais. Donc non, quand on fait des var c'est pour des variables globales. Les let non c'est pour des variables qui sont censées exister. Que dans leur temps de vie c'est censé être uniquement la collade. Alors ça vous en fichez, l'utilisation ça revient en même. Donc on a dit on va faire un fichier XML. Donc je l'appelle XML pour l'intuitivité. Load. Tarif. Tac. Ici je me fous même pas. Fais chier. Hop. XSL. Voilà, donc en théorie ici j'ai chargé mes deux fichiers. Et maintenant je dois faire un truc très chiant. Donc je dois faire un processeur. Ouf, je sais plus comment ça s'appelle. XSLT processeur. Merci. Vous voyez, avoir la console c'est très utile quand on... Enfin, là pour l'examen vous avez le droit à votre cours, mais en temps de crise. Ouais, j'ai regardé la documentation parce que... On va regarder les exemples, on va pas se fouler. Compatibilité, spécification, exemple. Exemple simple. On bat les couilles ici. Donc là il fait sa requête pour récupérer ses machins, il récupère la réponse comme moi. XSL processeur, ok. Donc il crée son processeur. Donc, proc. Il fait import bullshit. Donc, vous voyez notre processus XLT machin. En fait il va permettre d'importer notre feuille de style, donc notre XSL qu'on a fait, et l'appliquer sur le XML via du JavaScript. Donc là j'importe mon XSL. J'ai la dalle. Puis là on va récupérer fragment pour l'instant. Réponse document. Ouais, donc ça c'est la même chose. Je vais faire un console log. Donc console log, enfin tout ce qui est console log, console error et console warning. Warn. En fait ça permet d'afficher du texte dans la console que j'ai utilisée ici. Donc là j'ai utilisé console log, donc c'est juste, par exemple si j'avais écrit error, bah, ça m'aurait mis un message en rouge, moi juste un joli texte qui me dit ce qui se passe. Donc proc, proc, point,
j'ai déjà oublié le nom de la fonction de merde là. Transforme tout fragment, merci. Vive le copier-coller. Donc là, juste à prendre mon XML et dire qu'il appartient à mon document présent. On enregistre. On teste si je me suis foiré. Europe. Voilà, donc là je récupère un fragment, et dans mon fragment, on voit qu'il y a tout le bordel XML que j'ai fait tout à l'heure. On va pas tout récupérer, on va dire qu'on veut juste récupérer... J'ai faim. Notre tableau ici. Donc pour nous simplifier la vie, on va faire un ID dessus. L'ID, on va lui donner un petit nom. Tableau. Parce que je suis quelqu'un de très original. Voilà. Et normalement, si je dis pas de bêtises, ici... Ici, on va essayer de faire un truc un peu chinois. Bon, on va stocker le fragment déjà. Parce que sinon, si je l'utilise directement, ça va. Je vais appeler FRG. J'aime bien, il est juste 3 variables, ça va avoir toujours des noms courts, je trouve ça joli. Ici, je vais dire, on va faire un console pour voir si je fais pas de bêtises. Je vais dire donc mon fragment. Point. Vous voyez ici, on voit l'intérieur du fragment, donc on peut savoir ce qu'on fait. Et je vais récupérer le document. Donc c'est children. Je vais prendre children 0 ou on va prendre first child ici. Ouais, first child. Copier. Et là on va faire, je suis pas sûr que ça passe, mais non, get document by ID. Donc on a dit que notre ID c'était tableau. On met un point virgule. On enregistre. On change la valeur. Et n'est pas une fonction. Oh. Je vais faire un autre truc pour encore plus simple. Là je vais faire var.x, donc ça c'est juste pour débugger. Et je vais dire x égale frg. Vous voyez le souci, les variables que j'ai déclarées dans ma fonction, elles sont accessibles que dans ma fonction. Alors là, x, je l'ai déclaré comme une variable globale. Donc c'est vraiment l'extérieur de tout. Ici, je fais F5, je change la valeur. Et si je tape x, j'ai accès à mon fragment. Donc là, je vais faire first field. Là, ça me retourne bien une base HTML, mais il voulait pas me faire un getID dessus. Qu'est-ce qu'on peut choper sur notre fragment pour faire ce qu'on veut? Ici, on peut choper... donc ça revient à faire le même, vous voyez, vu que ça revient à ça. À la rigueur, ce que je pourrais peut-être essayer de faire, c'est x first shield.body. Je sais jamais. Merde, je sais pas écrire. Ça n'existe pas, d'accord, je suis déçu. Du coup, ce qu'on peut faire, vous voyez, ici, si je récupère donc le premier enfant, donc c'est une base HTML. Et dedans, il y a plein de trucs. Qu'est-ce qu'il y a? Je verrai ce qu'il y a comme fonction dessus. Je pense si je fais get attribut. Ok, lui gère pas les ID en fait. C'est parce que c'est un document XML, c'est pas un document HTML, c'est pour ça que je me suis un peu embrouillé. Bon bah on va même pas se casser le cul, on va faire get élément by tag. Donc le tag c'est le nom de la balise. Du coup, il y a encore Robin qui veut pas être content, mais je vais modifier un truc ici. Hops. Donc si j'ai juste récupéré tous les tableaux, donc je dis... Donc là je dis récupérer tous les éléments, donc on voit bien qu'un S élément, donc ça va me retourner un tableau, par leur nom. Donc ici je dis que le nom de la balise c'est une balise table, et là ça me retourne un tableau avec tous les tableaux. Donc ici tout de suite le seul qui m'intéresse c'est le 0. Donc ici on voit bien que je l'ai bien récupéré. Donc pour l'instant il fait écrire encore ID tableau parce que j'ai pas rechargé la page. Ce qu'on va faire, ici on a fait output, j'écris, j'oublie toujours le T. Ici je vais écrire output.inner HTML vu qu'on c'est du HTML qu'on a. Et c'est égal. Donc on va dans le premier enfant, donc le document HTML, et on va récupérer le premier tableau. Donc mon crochet 0,
c'est pour récupérer le numéro 0 de la liste, c'est-à-dire le premier. Il n'y en a qu'un seul de toute façon. Donc à la limite, on aurait pu même faire un if qui regarde si ça existe, hein, si on peut afficher une erreur, mais on n'est pas dans le détail. Donc là, je choisis Belgique, mais X n'est pas défini. C'est normal, ce n'est plus X, c'est fragment. Si je peux le virer du coup, j'enregistre. F5, je mets Europe, et... Ah, échec. Inner HTML, les gars. Ah. On va voir c'est quoi le souci. Object HTML. Ouais. Ça pute. Je devrais faire le truc inverse du coup. Tac, 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 tac. J'enregistre. 5. Parce que... Ouais, en fait j'ai une autre idée. Donc ça j'ai juste pensé pour vider. Je vais faire output. Si ça fonctionne pas, je rage. Output n'est... Ouais, j'oublie toujours monter. Ouais, donc voilà, là il y a mon tableau qui est bien passé. Donc le souci c'est que j'avais traité l'objet un peu comme du texte alors que c'était un objet. Ici je m'en sers pour vider le truc. Pas le souci, je vais vous montrer si je mets ça en commentaire. J'ai plus dans la console. Si je mets à mettre Europe, Belgique, Europe, Belgique, vous voyez ma barre de scroll elle arrête pas d'augmenter. C'est parce que ça arrête pas de les mettre que l'un à la suite de l'autre. Donc ce que je fais c'est que à chaque fois qu'on appelle le filtre, je vais vider l'intérieur de mon ID ici, donc output, donc tout ce qui est dans la balise va disparaître, donc ça va être égal à vide. Et puis je vais dire dans output, ajouter, donc là je vais vraiment traiter ça comme un objet plus comme du texte. C'est pour ça que j'avais le truc entre crochets HTML de Element ou je sais plus quoi. Et je vais dire mon fragment, le premier enfant, récupérer la première balise stable. Du coup ici j'ai le truc, sans CSS, mais on peut réappliquer du CSS si on veut. J'ai pas envie de me faire chier à réappliquer du CSS. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc là, on a fait la partie interactif. Et ici, donc, on a gagné encore 20 points. Juste en faisant 30 lignes de code. Et encore, j'ai peut-être un peu galéré. Et là, on a encore un dernier point. Pour 20 points supplémentaires, c'est permettre la modification du prix en unitaire à la pièce et du prix par lot. Ça vaut 10 points. Et le coût d'envoi exprimé en unité. Donc c'est modifier ça, enfin la dernière colonne et les deux trucs ici. J'ai pas envie de me faire chier à faire ça, donc je vais juste faire la partie ici. Et puis si vous voulez faire autre chose, vous démerdez. Hein. Donc ici, j'avais fait un formulaire pour attaquer la partie qui suit. Donc là, on va faire un fichier à part en PHP, et ici, on va faire le lien. Donc on va dire l'action, elle va se dérouler sur tarif.php. Le truc un peu dégoûtant, je vais vous montrer ça directement. Comme ça, input. Donc on va faire un submit. On aurait pu faire un bouton, ça revient exactement au même. Hop. Donc le nom, il a pas besoin de nom, on va juste lui passer une valeur. Donc la valeur, on va lui passer modifier, je sais pas. Donc ça c'est juste pour le texte affiché. Donc là, par exemple, si j'appuie sur modifier, j'ai oublié de passer un nom ici. Nom. On va appeler test aussi. S'embrouiller. Je retourne en arrière, j'actualise. Bon, si je faisais envoi, ici on voit que ça apparaît dans l'URL. Donc ça c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, ça c'est quand on envoie une requête en get. Personnellement j'aime pas voir les trucs visibles dans l'URL pour des petites requêtes comme ça. Du coup je vais faire dest, je vais faire la méthode. Méthode en HTML si je fais en HTML. Post. Donc là si je retourne, j'actualise et on voit. Ah ouais mais je suis con, je l'ai mis sur le select, fallait le mettre sur la forme. Ok, j'enregistre, F5, modifier.
Donc ici on voit qu'il n'y a plus le truc, il y a plus l'information qui est passée dans l'URL. Donc ici on avait la valeur qui était passée dans l'URL, donc on avait par exemple point d'interrogation dest égale Europe. Vous voyez, ça c'est un format que vous trouvez souvent sur internet, et quand vous appuyez variable, c'est séparé par un et commercial, tout ça, blablabla. Oui, ça c'est quand on passe les trucs en get. Moi je le passe en post, donc ça apparaît dans le contenu de la page. Ça on s'en fout, je vais supprimer. On va pouvoir attaquer le fichier PHP, donc s tarif.php. Donc là, Europe, envoyer. Donc là on voit pour l'instant il n'y a rien qui apparaît, mais si je fais PHP, là je vais afficher à l'écran toutes les variables, enfin ici en fait je reçois un tableau post, donc mon tableau post c'est une variable globale qui contient toutes les variables qui ont été envoyées par requête post. Il y a pareil avec le get, mais si on a dit qu'on travaille avec le post, j'enregistre, F5. Vous voyez, l'usage du post, c'est ce qu'on va faire par exemple pour un login, parce que si vous vous connectez sur un site et qu'on voit votre nom de chatter et votre mot de passe dans l'URL, vous aurez un bel historique après. Donc ici on voit bien que j'ai reçu un tableau, donc c'est mon tableau de post, et dedans il y a une variable dest avec le contenu Europe. Ce qu'on va faire, on va juste ajouter le prix en unité et le prix en je sais pas quoi. D'ailleurs ici par défaut je vais faire filtre. Par défaut je vais appeler la fonction filtre ainsi quand on actualise la page. Il y a déjà un tableau qui se charge par défaut. C'est juste pour l'esthétique. Ici on va donc ajouter deux champs. Un champ qui va contenir le prix par lot et le prix par unité pour chacun des pays, enfin pour le pays sélectionné. Donc je vais faire des labels. On va faire des petits retours à la ligne à l'arrache comme ça. On va faire mieux que ça, on va faire des field set. Je trouve ça joli, field set. Donc le premier label, c'est donc le prix par pièce. Prix, pièce. Ouais, vous pouvez faire des textes plus recherchés si vous avez envie. Type nombre. Le nom, ça sera prix unité. J'enregistre. 5. Donc vous voyez actuellement, on a des chiffres et je sais mettre des chiffres. Je sais pas mettre de chiffres à virgule, peut-être avec virgule. Donc là, il n'est pas content parce qu'il y a une virgule. Et je peux augmenter par pas de 1. Donc je peux pas faire de prix en centimes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le nombre, les pas entre les chiffres. Je sais pas vraiment comment expliquer ça. Donc là, par exemple, je vais dire, on augmente le chiffre de 0,01. Donc on va s'écrire en centimes. Et si je reviens sur le site et que j'appuie sur les petites flèches, on voit que ça fait automatiquement les pas. Et donc là, maintenant j'ai le droit d'écrire des chiffres. Bon, ici j'ai mis 3 chiffres, donc c'est au-dessus de mon pas. Et si je quitte le champ, vous voyez qu'il est apparu en rouge, donc c'est qu'il n'est pas bon. Mais si je respecte le nombre de pas, tout est bon. Donc là, si on a comme une première sécurité, mais vu que c'est côté client, ça sert strictement à rien. Juste à l'aider à encoder correctement. Donc là, j'ai eu mon premier champ. Je vais copier le label, hop. On va faire une balise HR parce que j'aimais bien les balises HR quand j'étais petit. Et là, ça serait le prix lot, enfin par lot, j'ai la flemme de. Actualiser. Donc là, maintenant, j'ai mes deux champs. C'est excessif en vache. 1 et 2, prix par pièce. C'est plus cher parce que c'est par pièce, modifié. Et ici, on voit que j'ai reçu des trucs. C'est pas très lisible sur une seule ligne. Donc le truc que, en théorie, vous auriez envie de faire, c'est faire des retours à la ligne. Mais si on a un tableau, donc c'est pas forcément gérable. Vous voyez, si je fais un retour à la ligne qu'on voit pas, si j'inspecte l'élément. Ici on voit que j'ai une balise HR, mais vu qu'elle est à la fin, ça sert à rien. Donc ce que je vais faire, je vais dire au lieu qu'on affiche un document en HTML, on va afficher un document en PHP. Donc là je vais modifier l'entête de la requête. Et je vais dire que donc le contenu, son type, c'est du texte plein. Donc ça c'est comme si vous aviez un document TXT que vous avez enregistré avec bloc-notes.
Et maintenant, si j'actualise, je renvoie. Et ici, on voit que les retourings sont bien suivis et que la police a un peu changé. Et on voit même ma balise BR. Pourquoi est-ce qu'on voit ma balise BR? Parce que ça, c'est du HTML. Or, je dis que mon document, je ne sais pas si vous avez eu des glitches audio, donc j'ai répété vu que j'ai eu mon curseur qui a un peu de mal avec le rendu. Donc là, je dis que le contenu, c'est du texte et plus du HTML. Du coup, la balise HTML, même elle va être interprétée comme du texte. Je la lirai du coup. Et ici, vous voyez, vu que c'est comme du texte, les retours à ligne ont bien été pris en compte. Parce que de base, il y avait des retours à ligne, mais c'était des retours à ligne comme du texte. Du coup, le HTML, lui, les ignorait et mettait tout à la suite l'un de l'autre. Ici, j'ai les informations que je veux. Donc, on va pouvoir commencer la partie en PHP. Ici, je vais juste faire un if et je vais regarder si les variables sont initialisées. Parce que si je m'amuse à faire des modifications dans mon XML avec des variables qui n'existent pas, ça va pas le faire. Donc, j'ai appelé une fonction qui s'appelle isSet. Donc c'est i7 en un mot. Donc vous pouvez, pour retenir ça, vous dites juste dans votre tête, c'est initialisé. Enfin, vous voyez, c'est défini. Donc là, on va regarder si la variable post, donc c'est comme je dis, c'est un tableau. Donc entre crochets, on va dire chacun des trucs. Donc dest, donc là on vérifie si la variable dest existe. Et on va vérifier que les trois existent. Enfin, si on travaille un peu proprement pour une fois. Hop, hop. px unit. Merde, je peux faire px unit. Et la dernière, px low. Voilà. Si je vais faire mes accolades en dessous, histoire d'avoir plus d'espace. Ça, je vais faire un truc vachement aéré. Vous voyez ici j'ai fait des et logiques. Ainsi je dis les trois là doivent être présents pour que ça fonctionne. Voilà. On peut pas faire un code plus aéré que ça. C'est tellement aéré que ça devient dégueulasse. Et on va pouvoir attaquer le code. Donc le code, vous allez voir, c'est un truc assez simple. Vous voyez, là j'ai fait une balise PHP. Donc le PHP s'exécute uniquement côté serveur, donc personne ne sera à voir ça de l'extérieur. Sauf si vous... Bon, là j'utilise XAMPP et pas WAMP parce que WAMP c'est de la merde. J'utilise XAMPP pour gérer mon serveur local pour développer dessus à l'arrache. Mais quand vous configurez un serveur de A à Z, il faut installer PHP dessus. Sinon, si vous avez des documents PHP sur un serveur Apache par défaut, il va les afficher comme du texte. Du coup, s'il y a des mots de passe, bah, les gens verront les mots de passe. Ici, j'ai écrit une variable XML. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous auriez pu l'appeler boudin. Moi, je l'appelle XML parce que c'est plus explicite. Et je vais appeler un truc qui s'appelle simple XML load file. Donc là, en gros, on peut gérer du XML en PHP, mais c'est très chiant. Du coup, il y a des gens, ils ont développé une librairie dedans qui s'appelle Simple XML et qui peut faire des manipulations très simples. Là, juste à dire le fichier que je veux charger, donc tarif XML. Hop, F5. Et bon, mon var dump ici, je le supprime, mais derrière ça, je peux le prendre. Ici, je le mets en commentaire. Hop. Ainsi, vous voyez, j'ai toujours la structure du document si j'ai peur de l'oublier. J'économise des lignes 1. Ainsi, j'ai toujours mon tableau post et dans mon commentaire, je me rappelle de comment il est structuré. Ici, je vais faire juste un var dump de mon fichier XML. Ainsi, je vois ce qu'il y a dedans. Envoyé. Donc ici, on voit que j'ai reçu un fichier assez complexe. Enfin, un fichier assez complexe. J'ai un objet. Donc, vous voyez, c'est un objet comme une classe en PHP. Le type, c'est simple XML element. Et dedans, on voit que j'ai un tableau de... donc j'ai un objet. Et on voit que dedans, j'ai envoi. Et envoi qui est présent deux fois. Donc c'est un tableau. Et si je descends un peu, ici, je vois que dans ses attributs, il y a la Belgique. Et si je descends un peu, je vois qu'il y a le deuxième objet, donc le numéro 1, son attribut c'est l'Europe. Vous voyez, on peut décortiquer ça comme ça. À l'examen, je pense que je me suis un peu foiré, je me suis mis à faire une boucle qui parcourait les envois et s'est mis à faire les comparaisons. Mais on peut faire exactement comme dans le XSL. Donc on va juste faire une variable qui va stocker l'envoi. Et donc on va faire XML et on va appeler la fonction dessus xpath. Donc vous voyez, en Java, on aura mis un point pour appeler la fonction xpath de l'objet XML. Mais là, en PHP, on fait des petites flèches. Et le point, en PHP, sert en fait à souder des chaînes de caractères. Par exemple, ici, si j'avais fait ça,
ça aurait soudé les deux chaînes de caractères en scène. C'est juste pour un élément pour concaténer par exemple, des variables et du texte. Donc ici, je vais écrire une expression. Et c'est quoi l'expression que je vais écrire? Exactement la même que celle que j'avais ici. Donc je vais dire l'envoi avec la condition. Je peux même copier-coller mon truc ici. Et je peux le coller à l'arrache ici. Vous voyez, c'est quasiment la même chose, sauf qu'ici, dest, c'est devenu un tableau. Parce que ici, c'était mon paramètre que j'ai donné dans mon XSL. Mais ici, je ne suis plus dans mon XSL, d'ailleurs, je ne l'utilise même pas. Je vais juste remettre les apostrophes, donc pour dire que c'est du texte. Et puis, je vais venir... donc là, on a plusieurs solutions. Ou on met des guillemets, on met deux points et on s'amuse à écrire la variable globale ici. Ou alors, on met des accolades. Donc les accolades, elles vont fonctionner uniquement quand on met des apostrophes. Avec les guillemets, ça ne va pas fonctionner dans l'extérieur. Et on écrit ici le nom de notre variable. Donc ici, c'est post. Donc c'est pas que post, vu qu'on prend un élément dans notre tableau post. C'est l'élément destination. Et ici, je vais faire un dump de renvoi. J'enregistre. F5, renvoyer. Et si on voit que j'ai un tableau avec un seul élément, parce qu'il a compris qu'il pouvait y avoir plusieurs choses dedans, d'ailleurs, vous voyez, pour pas me casser le cul à faire du travail, j'écris directement après ma fonction crochet 0 pour récupérer le premier. Je vais enregistrer comme ça, ainsi ça sera déjà un peu plus clair d'une tabulation. Et on voit que j'ai encore récupéré un élément XML, il a des attributs, donc l'attribut Europe. C'est parce que, voilà. Donc dans mon poste ici, j'avais envoyé Europe. Et dedans, je vois qu'il y a encore tous mes trucs avec les chiffres, les valeurs, tout ce que je veux récupérer. Donc vous voyez ici j'ai déjà récupéré mon envoi très simplement. Ce qu'on doit faire maintenant c'est modifier le prix à l'unité et le prix par lot. Donc Simple XML c'est vraiment une librairie très simple parce que je peux par exemple faire envoi. Si je regarde les objets qui se trouvent dans l'objet, je vois qu'il y a les attributs mais il y a aussi directement prix par lot. Donc si je vais récupérer prix par lot, je vais l'afficher F5. Vous voyez ici, quand je fais F5, il me propose de renvoyer la requête. Donc la requête qui est en poste, en fait, il vous affiche ça parce que souvent, quand on fait des requêtes par poste, ça peut être des requêtes regrettables. Donc vous voyez, par exemple, si vous voulez enregistrer un fichier, vous voulez juste actualiser la page d'après, et il va vous dire ça parce que peut-être que vous ne voulez pas enregistrer une deuxième fois le fichier. Donc là, il vous propose quand même de le renvoyer. Et ici, je vois donc mon... Dans mon XML, là je suis à prix par lot. Donc là je viens de récupérer cet objet-là. Et dans cet objet-là, il va me dire il y a un attribut quantité. Et dedans, il y a une valeur ici. Donc ce que je vais faire, je vais dire, on voit que la valeur est en 0. Du coup, en théorie, tout ce que j'ai à faire, c'est... Enfin, ici, je vais garder mon truc. Tac. Hop, hop. Là, je vais dire en prix par lot. En position 0, donc c'est là où est stocké la valeur. Je vais écrire. Par contre, j'ai pas vérifié que c'était des chiffres. Si vous voulez de la sécurité en plus, faut mettre des trucs genre is float, un truc comme ça. Float. Vous voyez, pour vérifier que c'est bien un chiffre à virgule flottante, des trucs comme ça. Alors, moi, je m'en fous. Donc voilà, il fallait remettre post avec le dollar devant, mais j'ai la flemme de le remettre. Vous voyez, il fallait juste refaire ça avec px unité, px low. Je vais pas le faire parce que moi, je m'en fous. Et donc ici, donc c'est pxlow. Pour l'instant, donc là j'ai juste modifié mon objet, mais je ne vais pas l'enregistrer, donc les modifications ne seront pas pour l'instant apportées à mon XML. Donc le prix par lot c'est censé devenir 1, donc F5. Et ici, si je vois prix par lot, je vois bien que la valeur a été modifiée à 1. Oui, ici le 0 pour ça. Et normalement en Java on aurait ce genre des paramètres private, ici tout est en public. Donc vous voyez, c'est comme si j'avais fait point. Bon, en Java, je pense que si j'avais une variable envoi de type simple XML, j'aurais accédé à l'attribut private qui est la public pris par lot. Et en 0, il y a sa valeur. Du coup, j'aurais dit en 0, bah, t'écris la nouvelle valeur. Ici, j'aurais mis ma petite flèche pour pas avoir d'erreur. Et je vois que ça a bien été modifié. Je me casse pas le cul, je copie-colle ça. Ici, je prends la balise qui correspond, c'est-à-dire pièce. Et ici, c'est px unit.
ici pour mon if, j'aurais pu mettre un else. Donc pour écrire du texte, il faut faire un echo ou print, il y a aussi genre printf, des trucs comme ça, mais echo c'est ce qui est le plus utilisé. Donc là je peux faire un echo, pas de requête. Donc vous voyez, s'il manque un seul des trucs, c'est pas de requête ou requête mal formée, un truc comme ça, vous écrivez ce que vous voulez. Donc voilà. Ici j'enregistre, F5, et je vois que là mes deux ont bien été modifiés. Donc la dernière chose qui me reste à faire, vu que mon fichier ici n'est pas modifié, c'est à venir enregistrer ce fichier. Donc là j'ajoute un petit if, je vais dire xml, as xml. Donc là je vais dire que mon xml, je veux l'enregistrer comme un fichier xml, et je veux dire où est-ce que je veux l'enregistrer. Je veux l'enregistrer dans tarif.xml. Je vais encore faire mes jolies accolades. Là je dirais echo diff. Ok, voilà. Donc vous voyez, si vous voulez mettre des guillemets, il faut mettre des anti-slash. Ok. Echo. Une erreur survenue. Donc là je suis à 5. Voilà. Et si je vais dans mon tarif, ici je vois que ça a été modifié à 1 et à... non, c'est pas ici. C'est... Ah, je suis conseil Europe en fait. Donc ici je vois que dans Europe ça a bien été modifié à 1 et 1, 2. Donc ça c'est bon. Et donc si j'ai modification, ok. Si vous auriez voulu mettre du HTML, ce qu'il faudrait faire du coup c'est supprimer ma ligne ici. Et maintenant vous pouvez, donc là j'ai plus de Vardom donc il sert à rien. Et par exemple j'aurais pu mettre le B en gras parce que j'ai plus d'idées, je commence à fatiguer, je dois faire les courses. B, F5, modif, ok. Donc vous voyez là, il y a le texte qui est passé en gras et maintenant c'est que du HTML. Je me suis pas fait chier à faire le body, le head et tout, mais ça a été généré automatiquement par Firefox, donc tout le monde est content. Et si j'appuie sur Enter, donc là je viens de supprimer la requête post, vu que je viens de balancer du get juste en tapant l'URL en fait. Et du coup il ne dit pas de requête parce qu'il manque un des 3 éléments. Enfin là dans ce cas-ci il manque les 3 éléments. Voilà, donc là on a vu comment modifier un fichier XML, comment faire les Vardom, franchement c'est vachement utile. Donc tant que vous utilisez la console JavaScript, vous voyez, pour vous aider, et le Vardump en PHP, vous pouvez facilement comprendre comment fonctionnent les trucs en autodidacte, tout ça. Bon bah, bonne merde à tous.